La télé d'ici s'invite à nouveau dans les méandres de l'univers carcéral pour s'intéresser spécifiquement ce soir à la situation des mineurs. On a à juste raison choisi de parler de milieu carcéral et non de prison. La question sous-jacente, c'est bien de savoir est-ce qu'un mineur peut être emprisonné? Est-ce qu'ils sont nombreux justement dans le milieu carcéral? Si oui, quelles sont les conditions dans lesquelles ils sont? Est-ce que c'est finalement leur place? On en parle ce soir, en tout cas pour le premier tableau de la télé d'ici, avec deux invités. Job Sodinou, président de l'ONG Ngboado, qui nous revisite. Il est accompagné ce soir de Éric Memel, chargé des programmes de dignité et droit pour les enfants. Dans la continuité de cette thématique, on aura beaucoup de plaisir à recevoir le réalisateur ivoirien Philippe Lacotte, qui en est aujourd'hui à son deuxième long métrage après Ran. Il nous présente ce soir son tout dernier long métrage intitulé La Nuit des Rois, qui se déroule justement dans l'univers carcéral. Il aura à ses côtés deux acteurs de ce long métrage. À retrouver pour l'actualité sportive la mi-temps de l'INSEE dans cette émission, et pour le volet artistique, la T-Ben sera en attraction. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Télévisé ce soir, l'environnement carcéral dédié ce soir à la situation des mineurs dans les geôles du pays. Et on a beaucoup de plaisir d'être à nouveau en compagnie de Job Sodinou. Bonsoir, bienvenue, président de l'ONG Ngboado. Bonsoir, Cheikh. La question qu'on se pose tout de suite, qu'est-ce qu'ils font dans ce milieu-là, ces enfants? C'est toujours la question que nous nous posons réellement, mais parlant d'enfants, pourrait aussi prêter à confusion. D'accord. On parle de mineurs. Et aussi, il y a des bébés en prison avec le maire. C'est cela. Donc les mineurs, nous avons deux qualités de mineurs, malheureusement, qui se trouvent en détention. Il y a les OGP, ça veut dire les mineurs sur ordonnance de garde provisoire, qui ont moins de 17 ans, et les mineurs sous mandat de dépôt, qui ont plus de 17 ans. Plus de 17 ans. Donc on ne peut pas parler d'emprisonnement pour les mineurs âgés de moins de 17 ans. Moins de 17 ans. D'accord. Comment ça s'appelle alors du coup? Ils sont en observation? Oui, ils sont sous ordonnance de garde provisoire. Ils sont en observation. Mais ils sont en prison? Ils devaient se trouver dans un centre d'observation pour mineurs. C'est cela. Mais malheureusement, le centre d'observation des mineurs d'Abidjan se trouve au sein de la MACA. C'est cela. Et dans les autres localités, à part Bondoukou, Man et Bouaké, nous n'avons pas de centre d'observation des mineurs. En d'autres termes, ils sont dans des centres d'observation qui sont logés dans des prisons? Non, on revient. Il y a 4 centres d'observation des mineurs en Côte d'Ivoire. Bouaké, Daloa, Man et Abidjan. Bondoukou plutôt. Bondoukou, Bouaké, Man et Abidjan. D'accord. Celui d'Abidjan se trouve au sein de la MACA. Au sein de la MACA. OK. Donc en gros, c'est un centre d'observation dans une prison pour ce qui est du cas d'Abidjan. Est-ce que ça change fondamentalement leurs conditions comparées à un prisonnier normal? Est-ce qu'il y a une différence de traitement déjà et de deux, les conditions même de détention ou d'observation? Psychologiquement, un enfant qui va au centre d'observation des mineurs d'Abidjan, l'entrée, c'est l'entrée de la MACA. Donc il est soumis directement à l'entrée déjà à tout ce qui est principe et précepte pour atteindre son centre d'observation des mineurs. Donc l'enfant directement pense être en prison. D'accord. On va développer évidemment tout au long de cette émission. Éric Memel, bienvenue. Merci. Je rappelle que vous êtes chargé des programmes de dignité et droit pour les enfants. C'est une ONG? Oui, une ONG locale. Qui existe depuis combien de temps? Depuis 2011. Il faut dire que pour la petite histoire, Dignité et droit pour les enfants en Côte d'Ivoire, le partenaire opérationnel du Bureau international catholique de l'enfance. C'est une ONG de droit français qui a existé en Côte d'Ivoire de 1987 à 2011.
et relativement à sa stratégie mondiale, a décidé de se retirer et accorder un peu tout ce qui est action terrain à des partenaires locaux. Pas des partenaires locaux. Voilà, et donc du coup, l'ONG Dignité et Droits pour les enfants en Côte d'Ivoire a été créée. Et vos actions consistent en quoi? Nos actions, il faut dire qu'il y a plusieurs programmes que nous menons en faveur de l'enfance. Même ce soir, je parlerai un peu du programme Enfance sans barreaux. Enfance sans barreaux, c'est la promotion de tout ce qui est alternative à l'emprisonnement. Tout à l'heure, on va en revenir. Parce que nous disons le slogan, la place d'un enfant, c'est pas en prison. Quel que soit son âge? Quel que soit son âge. Même s'il a 18 ans, c'est plus un enfant. On va s'en tenir à la Convention relative aux droits de l'enfant, qui est la boussole première. Oui. C'est pourquoi nous commémorons déjà le 31e anniversaire. La place de l'enfant, c'est pas en prison. Donc je prends des 0 jusqu'à 18 ans non révolus. À partir de cet instant, on parle d'enfants. Et Absolument. donc, voilà, cette catégorie de personnes-là, sa place n'est pas en prison. On a bien compris votre combat, on va y revenir. Ça va Pierre? Très bien, merci. Ça va Lindsay? Très bien, merci. Ça vous inspire quoi? Alors moi je me souviens de cette image forte de ce mineur qui était en tenue kaki, donc un primérien visiblement qui sortait de prison, avec, qui avait donc à ses côtés une accompagnatrice. Et en fait il habite la Maca. Il sort tous les jours de la Maca, il va à l'école et il doit retourner à la Maca avant 16h parce que c'est à 16h qu'on ferme les grilles de la Maca. Ça vous inspire quoi? Moi, ça m'inspire un petit peu ce que M. Memel a dit, c'est-à-dire que la place d'un enfant n'est pas en prison et puis c'est même compliqué après avec ses petits camarades, où est-ce qu'il habite, quand il discute, c'est assez compliqué. D'accord. Alors, vous avez dit une chose, il faut faire la nuance. Il y a des enfants qui sont nés à la Maca, qui sont nés dans la prison parce que leurs mères y sont détenues. Ouais. Donc, ils y Elles sont vivent. entrées enceintes en prison. Oui. Donc elles sortent pour l'accouchement et elles retournent en détention avec le bébé, Et donc, l'enfant, il vit en prison. en prison, avec sa mère. D'accord. Et à côté de ça, il y a des mineurs qui sont en observation. Il y a des mineurs qui sont en observation. Et il y a des mineurs de plus de 17 ans Oui. qui, eux, sont carrément des prisonniers. Ils sont des prisonniers, oui. D'accord, OK. Pierre, allez-y. Est-ce que le fait d'être dans le même centre que les adultes garantit qu'il y a un cloisonnement, que les deux univers ne se côtoient pas, à part les entrées et sorties de prison? Déjà, il faut dire que la question est pertinente. Une prison, les normes, déjà, il doit avoir le quartier des adultes. Quand il parle de quartier des adultes, une séparation entre les deux sexes. Et il y a le quartier des mineurs. Il doit avoir aussi une séparation des deux sexes C'est cela. dans une prison. Mais les mineurs qui devraient se trouver dans une prison sont des MD, sous mandat de dépôt, plus de 17 ans. Et comme je l'ai dit, malheureusement, le centre d'observation d'Abidjan se trouve au sein de la Maca. Donc vous imaginez, même la nourriture des enfants est préparée dans la grande cour. Donc ces enfants, en quelque sorte, vont chercher. Donc il arrive que ces enfants soient en contact avec quelques détenus, des fois qui sont les corvéables, comme on le dit. Voilà, donc il y a. Mais il faut dire aussi que ce centre d'observation des mineurs, il y a un mur, il y a une séparation. Mais cela ne suffit pas. Parce qu'on a remarqué aussi qu'il peut y avoir des trafics entre ces enfants-là et ces gars à travers ces murs. Quel genre de trafic? Il faut dire aussi que, comme je disais tantôt, lorsqu'on utilise le terme enfant, le téléspectateur peut voir un peu l'enfant de 9 ans qui voit. Vous voyez un peu, je suis deux fois étonné de voir même comment ces mineurs-là sont futés. Ces mineurs de 13 ans jusqu'à 17 ans. Donc, n'oublions pas que la plupart de nos mineurs ont touché aux doses fortes, comme on dit, la drogue. Donc, ils sont aussi en quête de cela. S'ils peuvent éventuellement faire des choses pour avoir cela, des cigarettes et consorts, donc ça se passe aussi. D'accord. Voilà. On a Donc, bien il faut compris. dire que le personnel déjà veille à cela pour que ça n'arrive pas. Mais Alors, Éric Memel, est-ce qu'on sait dire aujourd'hui le nombre d'enfants dans cette situation en Côte d'Ivoire? Le nombre des enfants, je ne dirais pas... Bon, par manque de statistiques, par manque de données factuelles, aujourd'hui, il nous est difficile... Bon, on va dire nombre de mineurs, précis. Mineurs. Le nombre, bon, OK. Il est difficile aujourd'hui d'avancer des chiffres concernant le nombre de mineurs en détention. Mais il faut dire qu'à la faveur, il y a le rapport du Conseil national des droits de l'homme de 2018 qui faisait cas de près de 413 enfants ou mineurs qui étaient répartis dans les 33 prisons de Côte d'Ivoire. Mais je sais que soit ce chiffre a grimpé, soit ce chiffre aujourd'hui est en baisse. Voilà.
Pour quelles raisons les mineurs se retrouvent en centre d'observation pour mineurs? C'est-à-dire est-ce que cela va d'un petit vol au trafic de drogue, comme on a pu le dire il y a quelques secondes? Oui. En fait, il faut dire que parler de centre d'observation des mineurs, l'enfant, c'est vrai que c'est une détention, mais comme le nom le dit, c'est pour une phase d'observation. L'enfant est juste placé. Voilà pourquoi est-ce que dans son intervention, Job a parlé d'ordonnance de garde provisoire. Oui, mais la question qu'elle pose, c'est pour quelle raison il est en observation et il est en observation pendant combien de temps? L'observation, normalement, la durée légale est de 3 mois, renouvelable une fois. Et très souvent, l'enfant est en détention au centre d'observation des mineurs pour des infractions, des délits entre guillemets mineurs, partant de vol simple, de vol en réunion, etc. Et également, Job a souligné un fait très important, c'est en rapport également avec l'âge. Vous voyez, les tests sont clairs là-dessus. Voilà, on ne peut pas mettre un enfant âgé de moins de 12 ans ou bien moins de 13 ans en prison. Donc, il y a le facteur d'âge qui compte là. Et donc, au regard de l'âge, au regard également de soit de la gravité de l'infraction commise, l'enfant est mis en détention, mis dans un centre d'observation pour juste une observation, pour amener le juge à prendre une décision. Et donc, le centre d'observation, c'est juste l'observer pour permettre au juge de prendre une décision quant à sa remise à ses parents. Et allez-y. quand on parle justement, souvent, est-ce qu'il reste 3 mois ou parfois il peut arriver qu'il reste un peu plus de 3 mois et qu'il reste même là, voire des années? Oui, par moment, 3 mois, on peut aller au-delà de 3 mois. Oui, vous avez dit renouvelable une fois. Est-ce qu'on peut aller au-delà de 6 mois? Au-delà, si, ça existe. Ah bon? Ça existe, oui. Malheureusement, il y a des situations dans lesquelles nous nous trouvons où l'enfant reste un peu plus longtemps en prison. L'une des raisons, c'est souvent le juge attend peut-être la présence des parents qu'on n'arrive pas à trouver depuis. Parce que souvent, des enfants qui sont en détention, où on n'arrive pas à mettre la main sur les parents. Voilà pourquoi est-ce que nous, ONG, nous sommes là. Nous sommes engagés dans cette situation de recherche de parents. Parce que l'une des raisons de libération d'un enfant est conditionnée par la présence du parent. Du parent. Avant d'arriver à Pierre, quand on parle de centre d'observation, ça suppose donc un accompagnement en vue d'une resocialisation. Et pour resocialiser, il faut du personnel qualifié, il faut du personnel spécialisé. Est-ce qu'il y a cet accompagnement-là dans les faits, Job? Il faut dire la Côte d'Ivoire a du personnel qualifié même. C'est la bonne nouvelle. Du personnel qualifié. Mais je dirais seulement qu'il ne suffit pas d'avoir du personnel qualifié. Il faut avoir aussi les accompagnements qui vont, surtout l'accompagnement financier. Je prends par exemple le service socio-éducatif. Vous avez un service socio-éducatif où on affecte des fonctionnaires et qui fonctionne avec un budget zéro. Donc, c'est des gens on prend l'argent du contribuable ivoirien et qu'on paye à avoir un salaire et ils sont là, ils n'ont pas de budget pour travailler. Donc, quelle que soit leur volonté, arriver à un certain moment, ça démotive. Et ces personnes engagées sont obligées en quelque sorte de commander. Vous voyez un peu. Donc, c'est bien aussi que l'État de Côte d'Ivoire puisse accompagner financièrement aussi ces personnes engagées qui sont qualifiées. Ces personnes travaillent pour le compte de qui? Pas pour des ONG, c'est plus pour... des fonctionnaires. C'est des fonctionnaires. Ouais. Pierre. Comment est organisée la justice pour les mineurs? Qui donne les décisions, les peines ou les décisions applicables à ces enfants-là? Est-ce qu'on a assez de ces gens-là sur l'ensemble du territoire pour évacuer les dossiers? D'accord. Il faut dire que le prononcé d'une peine, le prononcé qu'on appelle ça d'une décision de justice, émane du juge des enfants. Du juge des enfants qui est dans un tribunal. Soit ça peut être un tribunal de première instance ou autre. Donc chaque tribunal doit en avoir un. Normalement, il y a des juges des enfants dans chaque tribunal ou bien dans tous les tribunaux. Normalement. Et donc, c'est à ce juge-là que revient la décision de prendre une décision soit de placement ou soit de condamnation. Vous voyez. Et donc, lorsque l'enfant est appréhendé, notamment par des officiers de police, notamment l'enfant est présent dans un commissariat ou dans une brigade, l'affaire va suivre son cours. Il est déféré au parquet. Également, au niveau du parquet, nous avons un service de la protection judiciaire de l'enfant et de la jeunesse, qui est composé d'éducateurs, qui veille à voir un peu, à apprécier la situation, de sorte à permettre à l'enfant d'être relaxé. Parce que il faut dire que ces services sont là pour défendre les droits des enfants. Et le juge est toujours là. Le juge attend. Et lorsque la situation n'est pas réglée au niveau du parquet, l'enfant est déféré. Tout à l'heure, Cheikh a posé une question qui est très importante.
une question très importante. Il a parlé de est-ce qu'il y a du personnel. Je dirais oui, il y a assez de personnel, Job l'a répondu, mais c'est en termes d'infrastructure. Vous voyez, souvent, le juge est confronté et en face d'un enfant qu'il doit relaxer, ou bien l'enfant représente notamment peut-être un danger pour la société, mais le juge veut le placer quelque part, le temps de l'observer. Mais la seule alternative aujourd'hui, c'est le centre d'observation des mineurs, qui est dans l'enceinte de la prison. Quoi qu'on dise, donc, l'enfant, le juge est obligé de déférer ou de placer cet enfant en prison. D'aucuns me diront non, mais l'enfant n'est pas en prison parce que c'est un centre d'observation des mineurs. Mais c'est un centre d'observation des mineurs qui est dans l'enceinte d'une prison. Et donc voilà un peu le combat que nous essayons de mener. Alors la question de Pierre, j'ai bien envie de rebondir là-dessus. On a parlé de personnel. Est-ce qu'ils ont la faculté d'évacuer beaucoup de dossiers en même temps ou il y a des dossiers qui s'empilent sur les bureaux? D'accord. Concernant le personnel, il faut dire que tout à l'heure, j'ai parlé du juge des enfants. Le juge des enfants est le tout-puissant, entre guillemets, est tout-puissant. C'est la dernière décision qui vient au juge des enfants. Comme tous les juges dans tous les cas. Voilà. Donc la dernière décision qui vient au juge des enfants, c'est dit que l'éducateur du service de la protection judiciaire de l'enfant et de la jeunesse peut faire des propositions et le juge peut ne pas tenir compte. D'accord. Et donc la seule décision revient au juge. Donc les dossiers, je ne dirais pas c'est le personnel du service de la protection judiciaire, mais les dossiers peuvent s'empiler dans les bureaux des juges. Donc c'est au juge de prendre ces dossiers et de permettre à ces enfants-là soit d'être libres. Et est-ce que les droits des enfants sont respectés en prison? Dans quelles conditions est-ce qu'ils sont par exemple au centre d'observation pour mineurs? D'accord, c'est une très belle question, une question très pertinente. Je pense que la Côte d'Ivoire a signé un certain nombre de conventions. Et parmi ces conventions-là, il y a la Convention relative aux droits de l'enfant qui dit à son article 37 que l'emprisonnement, la détention d'un enfant doit être une mesure de dernier ressort. Vous voyez? Donc, lorsqu'un enfant commet une infraction, la première des choses, on ne doit pas penser prison. Donc, le fait même de vouloir mettre un enfant en prison, déjà, nous sommes... Voilà. Au-delà, le droit n'est pas là à appliquer. Mais est-ce que vous diriez que la situation qu'on a connue à la fin de la crise post-électorale... Laquelle situation? Des enfants en conflit avec la loi. Est-ce que ça, selon vous, durcit la façon dont on apprécie la justice des mineurs aujourd'hui? D'accord, merci. Je pense que peut-être qu'il y a des thèmes que vous ne voulez pas aborder. On parle des fameux microbes. Merci. Parce que la question des enfants en conflit avec la loi, il faut dire que depuis les années... Parce qu'avec le programme Enfance sans barreaux, nous avons commencé depuis les années 90. Et depuis les années 90, moi, j'ai entendu parler de ce thème d'enfants en conflit avec la loi. Malheureusement, il a fallu ces événements malheureux. Ce n'est pas récent. Ce n'est pas récent. C'est pas récent. Et donc, pour vraiment répondre à votre question... On a dit enfants en conflit avec la loi pour recadrer les choses, parce que le terme de microbe n'est pas un terme qui est utilisé dans le droit international. Je pense qu'on pourrait... Et surtout pour des êtres humains, c'est totalement dévalorisant. Je pense qu'à ce niveau-là, nos autorités auraient bien pu essayer de situer les responsabilités. Moi, parler entre guillemets, les microbes, je parlerais plutôt d'un phénomène. Parce que je tiens à vous dire que cette question est venue ternir l'image des enfants en conflit avec la loi. Voilà. Tout à l'heure, je venais avec qu'on appelle un document où vous verrez que les choses ça a vraiment aggravé la situation. Oui, mais la question de Pierre, elle demeure. Est-ce que ça a quelque part influencé la façon de juger les enfants ou les mineurs? Chez les juges, non, mais chez les communautés, oui. Chez les communautés, oui. Je pense que chez les communautés, chez les acteurs même de la police, ça a durci. D'accord. La stigmatisation est devenue très grande dans nos communautés. On a bien compris. Alors, Job, un enfant qui naît, qui est nourrisson, qui grandit dans la prison, en fait, qu'est-ce qui se passe au quotidien? Récemment, j'étais pour un projet sur la lutte contre le Covid en milieu carcéral, où on a embelli un peu la cellule des bébés-mamans. J'ai vécu une histoire qui m'a vraiment touché en tant que réellement, d'abord, un adulte. Vous imaginez une petite de 4 ans et qui vient vous dire « Je vais partir à Abidjan ». Je dis « Mais tu es à Abidjan ?» Elle dit « Non, je suis en Kaba ». Vous voyez l'expression de la petite? Kaba. Kaba. Oui, la prison en Oshi. Et les pensionnaires de la prison, hors de la prison, ils appellent Abidjan. Mais ils ne se disent pas que la Maka se trouve à Abidjan. Ils disent que la Maka, c'est une autre commune. Donc, une petite de 3 à 4 ans me dit, elle discute avec moi en me disant que non, elle n'est pas à Abidjan, parce qu'Abidjan, c'est l'autre côté
du mur. C'est cela. Donc, dans de un voir autre déjà, monde. ouais, c'est un autre monde. Une petite qui utilise déjà ce langage-là. Et ce qui est marrant, elle est toujours en contact avec ces personnes âgées, adultes. Donc, déjà même, la place d'un bébé, ce n'est pas dans une prison. Donc, nous devons même déjà même avoir même une prison même pour femmes, hors déjà de la MACA. Mais malheureusement, le compartiment des femmes se trouve au sein de la MACA et les femmes enceintes, les nounous, les nourrices, et même tout le monde est ensemble. Même Comment ça se passe? Les mineurs, il y a une infirmerie. D'accord. Il y a une infirmerie. Est-ce que cette infirmerie est équipée, suffisamment outillée pour s'occuper à la fois de la mère, de l'enfant? Est-ce que même les enfants, c'est peut-être bête ma question, mais est-ce qu'ils ont des berceaux? Enfin, c'est... Comment ça se bonne passe? question, parce que depuis la crise post-électorale, on avait une crèche à la MACA et Plus de crèches. plus de crèches. Vous imaginez, déjà, il y a une surpopulation. S'il y avait même une réhabilitation de cette crèche, ça pourrait déjà apporter un appui déjà. Donc, il y a un problème. Et la question de... On avait déjà parlé de ce sujet lors de la première émission consacrée à l'univers carcéral. Et vous aviez souligné un fait, c'est l'absence à la vérité de solidarité. Parce que ces femmes qui accouchent et qui sont donc en prison, en théorie, elles ont de la famille dehors qui pourrait récupérer ces enfants. Pourquoi ce n'est pas le cas? Mais déjà, pour deux raisons. Il y a tout ce qui peut être une crise émotionnelle déjà de l'enfance. Imaginons qu'on sépare l'enfant de sa mère. L'attachement entre la mère qui sent déjà elle est en détention, elle puise sa peine, et le fait d'être séparé. Oui, mais c'est un moindre mal. Quand on aime son enfant, on n'acceptera jamais qu'il évolue dans de telles conditions. Il y a d'abord, je ne suis pas outillé pour... Je ne suis pas une femme, donc je ne sais pas réellement comment elle peut prendre. Mais je sais aussi que ce qui est quand même dommage, c'est aussi un fonds de commerce pour la mère. Quand, par exemple, il y a des visiteurs de prison qui arrivent, ou même des organisations, elle sait qu'elle sera plus favorisée. Bon, OK, on a compris. Sous cet angle-là, OK. Pierre? Je voulais poser une question, je ne sais pas si vous avez la réponse ici, mais sur quel modèle fonctionnent justement ces centres d'accueil? Est-ce qu'ils sont censés être privés ou ils sont du simple fait du gouvernement? C'est pour le gouvernement d'abord. Et je voulais revenir un peu sur votre question parce que je pense qu'il y a une confusion au niveau du centre d'observation des mineurs et le quartier mineur. Vous voyez, quand on parle de prison, il doit y avoir un quartier mineur qui n'a rien à voir avec un centre d'observation pour mineurs. Donc les mineurs qui sont dans le quartier mineur devraient être des enfants qu'on appelle les mandats de dépôt. De 17 ans et plus. Plus de 17 ans. Ouais. Maintenant, les OGP, ils doivent être Ailleurs. hors de la prison. Mais malheureusement, comme on l'a dit, le centre d'observation des mineurs d'Abidjan se trouve au sein de la MACA. Mais les filles OGP, les jeunes filles OGP sont avec les adultes. Donc, il n'y a pas de séparation entre ces OGP-là, même avec les MD et les adultes. C'est seulement au niveau des cellules chez les femmes qu'on a créé une cellule mineure. Mais elles sont en contact. Absolument. Elles sont dans la cour. Il arrive même, c'est elles-mêmes qui font des commissions. Genre, on peut les envoyer à... faut m'envoyer mon piment, faut faire ce genre de petites choses. Mais pourquoi les filles sont en contact avec les autres personnes incarcérées? J'ai un peu de mal à saisir. Eric l'a dit, il manque d'infrastructures. D'accord, Oui, on va y revenir parce que c'est une les question autres qui mineurs? vous tient visiblement à cœur. On va y revenir. Juste le temps de marquer une pause. On sera rejoint tout à l'heure par Philippe Lacotte et deux acteurs du long métrage, donc La Nuit des Rois. C'est un regard de l'univers carcéral, mais le regard plutôt du réalisateur qu'il est, et c'est totalement complémentaire. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants. Télévivez ce soir sur NCI dans la télé d'ici, l'univers carcéral avec Job Sodino et Eric Memel qui étaient donc avec nous en première partie et qui restent avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Entre-temps, on a été rejoints par le réalisateur Philippe Lacotte, l'actrice Laetitia Ki et Bakary Koné, acteur également. Bonsoir, bienvenue. Merci.
Bonsoir. Merci de répondre à l'invitation de la télé d'ici. Donc, je refais la présentation. Philippe Lacotte, Job Sodino, qui est président donc, de l'ONG Ngwalo. Vous connaissiez ou pas? On s'est croisés en coulisses. En coulisses, d'accord. C'est assez curieux quand même, parce que c'est on peut dire un activiste, non? On peut le dire, du milieu carcéral. On peut le dire. Ou un activiste de la cause donc, des prisonniers, on peut le dire ainsi. Voilà, c'est ça. La protection du citoyen, en quelque sorte. Humaniser les prisons pour protéger le citoyen. Absolument, Voilà. humaniser Nous, les prisons. On est sur un terrain différent, on est sur celui de la fiction. C'est cela. Donc on imagine les choses. Absolument. Vous n'êtes pas du tout étranger au milieu carcéral. Vous avez d'ailleurs choisi de réaliser un long métrage sur l'univers carcéral intitulé La Nuit des Rois, dont la première diffusion d'ailleurs s'est faite à la faveur donc, de la 77e édition de Mostra de Venise, qui a été aussi diffusée à New York et à Toronto. Et donc la première diffusion va se faire le 4 décembre, c'est bien cela, en Côte d'Ivoire? La sortie en Côte d'Ivoire, c'est le 4 décembre. Avec une avant-première ouverte au public le 2 décembre à l'Institut français. Voilà, donc c'est la première sortie du film en salle. On avait envie que ça ait lieu en Côte d'Ivoire. C'est cela. Alors, c'est une nuit qu'on passe à la Maka, la maison d'arrêt de correction d'Abidjan. C'est la prison la plus surpeuplée donc, de l'Afrique de l'Ouest. Vous traitez de l'histoire d'un caïd, qui est en fait, donc, on va dire, le chef là-bas et tout, qui est sur le point de mourir. Mais pour conserver son pouvoir, il va renouer avec une certaine tradition. Un prisonnier est en fait amené donc à raconter une histoire à toute l'Assemblée. Et c'est un pickpocket qui va se coltiner un peu ce petit job-là. Sauf qu'il est hanté par une histoire, c'est celle de Zama. Zama qui, et c'est tiré d'une histoire vraie d'ailleurs, Zama qui est un ancien chef de microbes, donc les mineurs en conflit avec la loi. Zama qui a été, on s'en souvient d'ailleurs, décapité dans le quartier de Broma-Côté, donc à la frontière entre Adjamé et Atekoubé. Vous nous racontez la suite de l'histoire? Qu'est-ce qui se passe? En fait, non, la suite, c'est qu'il va raconter toute la nuit et que celui qui interprète ce personnage de Roman, donc celui qui raconte dans la prison, il est appelé Roman. Donc c'est un ami qui sortait de la Maka qui m'a raconté cette histoire, qui m'a dit qu'à la Maka, il choisissait un prisonnier qui devait raconter des histoires toutes les nuits. Et moi, j'ai plus dramatisé, il n'y avait pas ce côté mort. Absolument. Voilà. Et donc, voilà, donc c'est Bakary Koné. Bakary, qu'est-ce qui se passe avec Zama? L'histoire de Zama? Zama, dans le film, c'est un ami de Roman. Ils se promènent ensemble, c'est la même bande. Et après la mort de Zama, Roman va être arrêté par les policiers. Et c'est comme ça qu'il arrive en prison. Il est choisi par le caïd pour raconter une histoire à tous les prisonniers. Et Roman, il vient d'une tante qui est griotte. Et il a appris en allant avec elle dans ces cérémonies sans le savoir. Et là, il est face à son destin. D'accord. Et on imagine qu'il a l'art de la narration. Elle vient par l'obligation. Elle vient. Mais en fait, c'est aussi un parcours initiatique pour ce jeune homme qui va se révéler conteur. Il n'est pas conteur, mais il va se révéler conteur dans cette situation. Et il va arriver à survivre dans cette prison. D'accord. Voilà. Et Laetitia, qui elle intervient à quel moment dans cette histoire? Alors moi, je joue le rôle de la reine dans le film La Nuit des Rois. Ok. Donc quand Roman raconte des histoires, au bout d'un moment, elle intervient dans une des histoires. D'accord. Enfin, c'est la même histoire, mais dans une des parties de l'histoire, elle intervient. Voilà. Et elle aura l'occasion de mener un combat mystique avec son frère. Donc moi, j'interviens dans la partie fantastique du film, pas trop dans la partie prison. Ok. Pas du tout, même. Pas du tout, voilà. La partie, on va dire la partie la plus confortable. Parce que la prison, c'est tout autre chose. Exactement. D'accord. Je propose qu'on joigne un peu l'utile à l'agréable, qu'on passe de la théorie à la pratique et qu'on regarde justement la bande-annonce de La Nuit des Rois, signée Philippe Lacotte. Les valets! C'est lui. C'est notre Roman. Désormais, tu es Roman, le prince sans royaume. Le soir ou demain, dès que la lune rouge va sortir, tu devras nous raconter des histoires. Peuple de la Maka! Un mauvais fils! Un fils, la même. La Maka, c'est la seule prison au monde gouvernée par un détenu.
J'étais dans cette école primaire avec Zama King. Zama dont je vous parle, on se connaissait depuis l'enfance. On a grandi ensemble au quartier Sans-Loi. Une nuit étoilée, les troupes de la reine se mettent en marche. Si tu veux avoir une chance de survivre, finis jamais ton histoire. Babno a ouvert la boîte du scorpion qui dormait. Il peut offrir tous les romans du monde au palais. Sa fin est proche. Toute histoire doit avoir un début et une fin. La Nuit des Rois, donc une production signée Philippe Lacotte, un très beau casting, hein, faut le rappeler. J'ai reconnu Issaka Sawadogo du Burkina, Abdoul Karim qui a joué aussi dans Ran, qui était l'acteur principal dans Ran, votre premier long métrage. On a reconnu aussi, alors pas mal de... Oh, oui, c'était bien. Il y a pas mal d'acteurs ivoiriens aussi. Il y a José Néné, qui est une actrice ivoirienne. Il y a Rasmane Ouedraogo, qui est burkinabé, qui a tourné avec Idrissa Ouedraogo. Il y a Steve Tientieux, qui est camerounais, qui vit en France, qui joue dans Les Misérables. Voilà. Donc, et Denis Lavant, qui est le seul blanc du film, et qui est en guest star un peu. C'est un acteur avec qui je travaillais déjà depuis la France et j'avais envie de l'inviter dans cette histoire. Ce qu'il est important de savoir, c'est que la production de ce long métrage n'est pas fortuite. Ce n'est pas une idée qui vous sort comme ça de la tête. Il y a un passé. Le milieu carcéral, c'est un milieu que vous connaissez. Vous n'y avez pas vécu, mais vous y allez régulièrement parce que votre mère y était incarcérée. Ben oui, quand j'étais enfant, ma mère y était pour des raisons politiques, mais la prison, c'est un univers que je connais bien en tant que visiteur parce que je suis allé voir beaucoup de personnes que je connaissais, des amis, voilà. Et dans la vie, ça peut se passer aussi comme ça. Absolument. Et j'ai eu aussi à faire des ciné-clubs dans des prisons en France, à faire même une tournée avec un film que j'avais fait sur toutes les centrales, les prisons de longue peine de France. Donc voilà, c'est un univers qui m'intéresse parce que je trouve que ça dit toujours des choses par rapport à la société dans laquelle on est. Absolument. Quelqu'un disait d'ailleurs que la prison, c'est un microcosme de la vraie vie. Et d'ailleurs, ce que vous dites, c'est que vous essayez d'établir un parallèle entre la bataille politique et l'univers carcéral. Ben, ce que je dis, c'est que les violences qu'il y a ou les rapports de force qu'il y a dans les prisons, sont des rapports de force qui existent dans la société ou qui sont latents dans la société. Il y a une lutte de pouvoir. Voilà, il y a une lutte de pouvoir. C'est-à-dire que, je vais simplifier, il y a peut-être des choses qu'on ne peut pas faire dans la société, mais quand on est dans un endroit où c'est la raison du plus fort, mais peut-être que ces choses-là, on peut les faire et que nous, en les analysant, ça nous dit beaucoup de choses sur la société. D'accord. Voilà. Et là, j'avais envie d'analyser une succession de pouvoirs en prison. Donc évidemment que ça rejaillit sur l'extérieur. Absolument. Laetitia, quel est l'enseignement que vous tirez de votre participation à ce film? Alors, c'est le premier projet auquel je participe en matière de cinéma. Et moi, j'ai toujours eu envie d'être actrice. By the way, vous ressemblez vraiment à une vraie reine. Hein. Mais bon, c'est la parenthèse. Donc, je disais, c'est le premier projet auquel j'ai participé. Et ça faisait longtemps que je savais que j'avais envie d'être actrice. Et j'ai été contactée via Facebook par le directeur de casting. Et bon, il y a eu beaucoup de choses, c'était un long processus, mais ce que j'ai appris, déjà, avant le film, on a eu droit à une petite formation, un atelier. Et là, j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Un acteur studio. Voilà, c'est ça. On a fait des exercices de diction, on a répété par rapport aux expressions de visage, beaucoup de choses. Et donc, c'est la première fois que je me suis imprégnée de tout ça. Donc, moi, j'ai retenu plein de belles choses et voilà. Moi, je voulais savoir comment est-ce que du coup vous êtes rencontrés. Est-ce que c'était pareil avec le directeur de casting et est-ce que quand vous l'avez vu, vous vous êtes dit ça y est, c'est lui? Non, Bakary, peut-être qu'il peut raconter parce que Bakary, il a été casté dans la rue. Oui. À Abidjan, dans la rue? À Abidjan, à Tékoubé. Qu'est-ce qu'il racontait une histoire et vous l'avez vu? Non. Ce jour-là, j'étais au magasin de mon oncle et là, il y a un monsieur Ouattara Issouf. Et c'était où? C'était dans quel quartier? À Tékoubé. Ah, d'accord. Et il est passé, il nous a trouvés là avec des amis. Il dit qu'il est là pour nous parler de cinéma. Et qu'il y a un blanc qui veut faire un film sur la vie des Amas. Et directement, quand tu entends un blanc, tu sens que c'est sérieux. Ah bon? Donc, ok. Job, désolé. Hein. Bon,
Ce que vous faites n'est pas sérieux. Ouais. Malheureusement, ce jour a été le seul à inscrire mon nom. Et le jour du rendez-vous, je suis allé au casting. Okay. C'est là que j'ai fait la connaissance de Philippe Lacotte et le directeur casting, Johan Richemont. D'accord. Et... Mais est-ce que pour de vrai, vous avez assisté à l'épilogue, la triste fin de Zama? Non. Non. Parce que c'est pas loin d'Atekoubé. Hein? Okay. Je ne le connaissais pas. D'accord. C'est après sa mort que j'ai entendu parler de lui. D'accord. Je ne le connaissais pas. Ok, très bien. Donc voilà, c'est un casting qu'on a lancé pendant 2 ans dans les différents quartiers d'Abidjan. Donc il y a pas mal d'acteurs qui viennent de Koumassi, d'Abobo, d'Atekoubé, de Yopougon. Il y a des qu'on n'a jamais vus à l'écran. Il y a des danseurs, il y a des pratiquants d'arts martiaux, il y a des slammeurs, il y a des jeunes acteurs. Voilà, et on a mélangé tout ce monde-là dans un atelier. D'accord. Alors, il y a une scène où l'histoire est racontée. Est-ce que vous avez reconstitué l'univers carcéral ou est-ce que ça s'est effectivement tourné dans la prison, dans la Maca? Non, il y a les extérieurs, quand on voit la bande-annonce, les extérieurs sont tournés à la Maca, sont tournés autour de la Maca, et après, nous, on a reconstitué entièrement la prison. D'accord. Lindsay? J'ai oublié du coup ce que je voulais dire. Ok. Non, si. Quelle a été votre plus grande difficulté pour le tournage? La plus grande difficulté, c'était de diriger tous ces figurants, parce qu'il y avait 300 figurants sur le plateau, et donc c'était pas facile à gérer, à diriger, mais en même temps, ce qui m'a le plus fasciné sur le tournage, ce sont ces figurants-là, justement. Parce que quand ils sont rentrés dans le process, mais là, on a eu vraiment quelque chose d'intéressant. Mais de la vie des acteurs, qu'est-ce qui était le plus difficile à faire? De la reine et du conteur? Ou du griot? Bon, pour moi, comme on a travaillé pendant 2 mois et demi à la formation, bon, je dirais que ça n'a pas été trop difficile. Seulement qu'il y a des fois où tu oublies ton test, mais ça revient vite. Bon, ça arrive. Ouais, c'est pas le business. Laetitia? Alors moi, qu'est-ce qui a été le plus difficile? C'est compliqué à dire. En fait, pendant le tournage, à un moment, il fallait tourner sur des plateformes qui étaient super hautes, qui faisaient près de 4 mètres de haut. Et je suis pas... Et vous avez le vertige des hauteurs. Voilà. Ouais. Donc voilà, faut pas le montrer, il faut faire ce qu'on doit faire avec plein d'énergie, d'assurance, alors qu'à l'intérieur, tu flippes. C'est chaud, quoi. Philippe, c'est quoi le message derrière ce long-métrage? Il n'y a pas de message direct, en fait. Ce que j'avais envie de faire, c'était de montrer, déjà de raconter une histoire. Il y a peu de réalisateurs qui racontent une histoire sur quelqu'un qui raconte une histoire. Voilà. Et là, j'avais envie de raconter une histoire, de plonger dans un univers. Les films de prison, c'est un genre. Hein. Aujourd'hui, les films de prison, il y en a dans le monde entier. Mais en Côte d'Ivoire, on n'en avait pas tourné un encore complètement en prison. Donc j'avais envie de poser une histoire dans cet univers-là. Parce que qui dit prison dit aussi fantasme des spectateurs. Absolument. On attend des choses, on a envie de voir de l'action, on a envie de voir des rivalités. Donc pour le cinéma, c'est toujours bon. Et ce qui m'intéressait aussi, c'était de dire que tout lieu peut produire des récits. Tout lieu a son imaginaire. Et pourvu qu'il y ait des êtres humains. Voilà, pourvu qu'il y ait des êtres humains. Et politiquement, c'était important pour moi de faire passer, on va dire, ce message. Est-ce que justement, vous avez l'impression que peut-être les prisons sont des endroits où on déshumanise les personnes? Je n'irai pas jusque-là parce que je ne suis pas passé de l'autre côté, donc je n'ai jamais vécu en prison. Donc je ne vais pas parler pour les prisonniers, parce que c'est important aussi. Mais je dirais que quand on parle de la prison, même en cinéma, soit c'est pour dire « oh, c'est des pauvres victimes », soit c'est pour dire « il faut les condamner parce qu'ils ont fait du mal ». Et là, j'avais envie de regarder la prison comme une société. Ouais. Dans le film, à aucun moment on annonce la peine de quelqu'un, à aucun moment on annonce pourquoi il est là. C'est OK, ils sont en prison, et qu'est-ce qui se passe maintenant entre eux? Absolument. Alors, ce n'est pas un univers passionnant, encore moins plaisant, mais je propose quand même qu'on y reste, en tout cas jusqu'à la fin de cette émission. Avec votre permission, messieurs, on marque une pause, il y a la pub, on revient juste après.
faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NTI pour télévivre des choses qui vous intéressent. Ce soir, nous parlons de l'univers carcéral. Et juste avant l'avant-dernière pub, l'INSEE avait une préoccupation toute particulière. Oui, c'était concernant les femmes en prison, enfin les mineurs en prison, du moins. Vous avez expliqué donc tout à l'heure qu'il y avait les femmes de moins de 17 ans qui normalement devaient être sous observation, mais qui étaient avec les prisonniers incarcérées dans la prison, donc à la Maca, c'est bien ça? Non, elles sont dans le quartier des femmes. Ah, elles sont dans le quartier des femmes. Des femmes. Mais est-ce qu'elles sont donc au contact forcément des autres? Avec les femmes. Ah, pas avec les hommes. D'accord, ok. Oui, mais ce que vous aviez dit, c'est qu'il y a un cloisonnement qui est fait dans le quartier des femmes. Enfin, il y avait une explication, mais en gros, ce qu'on avait compris, c'est que... Il y a une séparation. Ouais. Dans la prison, il y a le côté des adultes, des deux sexes, et il y a une séparation. Donc, les femmes ne sont pas en contact. Si ce n'est pas pour aller à l'infirmerie ou au niveau du palois et confort, elles ne sont pas en contact avec les hommes. Vous voyez? Donc, je voulais interpeller un peu sur les mineurs OGP, surtout ces jeunes filles qui sont en contact avec les femmes adultes. Dans leur quartier. En quoi est-ce que ça pose un problème? Parce qu'elles ne devaient pas être en contact. OK. Il y en a qui sont sous mandat de dépôt, donc qui purgent une peine de prison, et il y en a qui sont en observation. Et vous pensez que ces deux catégories ne devraient pas être mêlées? D'abord, les deux catégories ne devaient pas être mêlées. Et puis les MD même ne devaient pas être même mêlés aussi avec les détenus adultes, femmes. Donc il doit y avoir même dans le quartier des femmes, en prison, le quartier mineur, MD, et puis le quartier des adultes. Maintenant, les mineurs OGP devraient être au centre d'observation. Les mineurs en observation devraient être au centre d'observation des mineurs, mais séparés aussi des garçons OGP. Vous voyez? Tout ça, ce n'est pas respecté. D'accord. Allez-y. Qu'est-ce que, vous, à votre niveau, en tant qu'ONG, qu'est-ce que vous faites pour justement l'amélioration des conditions de vie des mineurs? Déjà, c'est d'accompagner l'État à continuer à faire ce qu'il a à faire. Je sais que la bonne nouvelle, c'est qu'un centre d'observation des mineurs d'Abidjan devait être construit à Benjerville. La première pierre a été posée, donc on attend pour voir vraiment quand est-ce qu'on verra le jour. Ce que nous, on essaie de faire à notre niveau, il faut dire que c'est une goutte d'eau dans la mer. Déjà, nous sommes en train de construire un centre de formation pour la réinsertion de ces deux catégories de mineurs. Donc, c'est un centre qui a coûté pratiquement 250 millions. Une ambassade nous a accompagné, l'ambassade de Suisse, et des Ivoiriens, et certaines personnes ont contribué. D'autres sont venus avec le paquet de ciment, on a organisé des concerts, tout ça pour collecter des fonds. Donc, on va former les enfants au corps de métiers. Les métiers culinaires, les métiers liés à la coiffure, les métiers d'hôtellerie, de restauration, les métiers artistiques. Donc, l'enfant, depuis la prison, ou même depuis le centre d'observation, on l'intéresse à ce corps de métier-là où les experts, c'est-à-dire les gens de métier, viendront en quelque sorte donner cette formation aux enfants. Ils seront d'abord présentés comme modèle d'excellence et de réussite. Vous imaginez qu'on monte un pâtissier qui est un modèle d'excellence et de réussite. On peut dire à l'enfant, tu peux réussir en étant pâtissier. On ne réussit pas forcément, vous voyez. Et c'est ceux-là qui donneront la formation à l'enfant. Une fois que l'enfant dehors, dans son quartier respectif, la boulangerie qui se trouve dans son quartier, il rejoint cette boulangerie partenaire au projet pour continuer sa formation. Il y a la création d'emplois. Vous voyez, c'est même chose que les salons de coiffure. Mais l'enfant est accompagné aussi dehors par un mentor, par un coach, et puis de voir comment on met aussi un programme de tutorat. Vous voyez, parce qu'il doit avoir un centre de transition. Malheureusement, les tests prévoient cela, mais en Côte d'Ivoire, à part des ONG, quelques centres, il n'y a pas de centre public de transition. L'enfant, avant de retrouver ses parents. Tantôt, on a parlé un peu de... Eric a dit, le juge attend de voir les parents avant même de laisser l'enfant en observation. Moi, j'ai vécu une scène au plateau qui m'a vraiment écœuré. C'est-à-dire, j'ai retrouvé un enfant qui était au centre d'observation des mineurs, qui a fait plus de 12 mois au centre d'observation des mineurs. Et quand je l'ai retrouvé au plateau, en situation de rue, ce jour-là, je me suis demandé si mon travail avait un sens. Parce qu'on accompagnait pour que ces enfants sortent en quelque sorte de ce moment. Mais l'enfant, dans l'état que j'ai vu l'enfant, dans la rue, au plateau, en liberté, en guillemets, je peux dire que je préférais voir cet enfant au centre d'observation des mineurs. Et cette fatalité, enfin, même pas une fatalité, cette réalité brutale, elle est aussi valable pour les adultes. On parle de maison de correction, mais la vérité, on ne corrige pas. C'est l'impression qu'on a. Quand on en sort, souvent on est pire même d'ailleurs.
Déjà, Cheikh, ta question est très pertinente parce que nous, comment on perçoit la prison? Et quand vraiment on est victime même de quelque chose, on a l'impression que nos prisons ne sont pas là comme maison de correction, mais c'est, je dirais même pas maison de punition, je dirais maison de vengeance. C'est-à-dire quand tu fais quelque chose, quand tu arrives en prison, c'est comme si la société se vengeait de toi. Vous voyez un peu. Donc tu sors comment? Tantôt j'ai dit que notre travail, c'est de protéger le citoyen lambda qui est hors des prisons. Imagine quelqu'un qui n'a même pas eu l'occasion de regarder une télévision, quelqu'un qu'on n'a pas humanisé, on a détruit l'émotion en lui, et que demain, après 8 ans de prison, on dit dehors. C'est comme un coup d'épée dans l'eau parce que voilà, ça n'aura servi à rien, visiblement. Éric Memel, c'est quoi le plaidoyer? Quelles sont vos attentes dans le cadre de dignité et droits des enfants? Au niveau de dignité et droits pour les enfants, en collaboration avec les autres acteurs, c'est essayer d'accompagner l'État, Job l'a dit, à mettre en œuvre les engagements pris. Voilà. Il faut dire que nos autorités font beaucoup. Je dirais que les actions menées jusqu'à maintenant sont au niveau de l'amélioration du dispositif législatif. Nos tests sont améliorés, mais c'est dans la pratique. Donc le plaidoyer, c'est dire à l'État de Côte d'Ivoire, bon voilà des engagements. Vous avez décidé par exemple de construire des centres alternatifs. Il faut les faire. Il est temps de construire ces centres-là. Okay. Vous avez décidé, par exemple, au niveau de la détention, d'opérer cette nette séparation. Tout à l'heure, j'en parlais. Le fait que les femmes soient en contact avec des jeunes filles, des mineurs, au sein d'une même cellule, c'est pas normal. Ça, c'est une violation grave d'un des principes, notamment le principe de la nette séparation. Ok, très bien. On vous a parfaitement compris. Philippe Lacote, je ne sais pas si c'est une coïncidence ou pas. RAN, ça a un lien avec la crise politico-socio-militaire qu'a connue le pays. La nuit des rois, c'est pas si loin que ça. C'est mesuré, c'est voulu, c'est une coïncidence. C'est un film de prison, mais effectivement, mon travail tourne toujours autour du politique, autour de la politique. Donc on retrouve toujours l'histoire politique de la Côte d'Ivoire dans mes films. Et puis c'est ce qu'on vit depuis 2002. Donc un réalisateur, il est témoin de sa société, il puise dans sa société. Donc si on vivait depuis 2002 des magnifiques histoires d'amour partout, ben, j'aurais fait un film sur une magnifique histoire d'amour. C'est pareil que la télé, les journalistes, ils présentent les tableaux, ils ne sont pas là pour embellir des choses et tout. On va regarder ce qu'a fait Philippe Lacote justement, c'est un medley qu'on a préparé, ça dure 1 minute. Je m'appelle Run, c'est un surnom que j'ai depuis longtemps. Parce qu'à chaque fois que je dois changer de vie, je m'enfuis. Le premier qui fait faux pas, j'ai fini à lui. Je viens de tuer son excellence, sa majesté le premier ministre du pays. Si on m'attrape, je suis mort. Dieu soit loué. Viens, ne restons pas là. Tiens, donne-moi une filette là. Peut-être dépêché, donne-moi une filette là. Oh. Bonsoir, yo l'office. Bonsoir. Bonsoir. Tu me reconnais non? Non, il te reconnaît pas. Tu me reconnais pas quoi? Non. Au pour nous là, toi tu me reconnais pas aujourd'hui. Je te reconnais pas? Ou bien? Comment toi tu me reconnais pas? Ça veut dire quoi? Tu me reconnais pas quoi? Tu es malade, me dis qu'elle veut te porter. Alors, je pense que je peux conclure sans risque de me faire contredire que la marque de fabrique de Philippe Lacote, c'est vraiment une immersion dans le réel. La réalité avec toute la brutalité que cela suppose, ce n'est pas des histoires retravaillées, embellies, on présente la situation telle qu'elle. Ben, en fait, je pars toujours du social, parce que j'ai une formation de documentariste au départ, enfin, après la fiction. J'ai fait du documentaire pendant une dizaine d'années, donc j'aime bien partir de l'histoire vraie, l'inscrire dans du social, et en tirer justement de l'imaginaire. D'accord. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément du cinéma, comme on pourrait dire, entièrement social, mais je pars toujours d'une situation comme ça. Alors, La Nuit des Rois, donc, qui est en salle à compter du 4 décembre prochain dans toutes les salles de cinéma en Côte d'Ivoire. Bakary et Laetitia, donnez-moi en quelques phrases de bonnes raisons d'aller voir ce film. Si Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Si Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Ok, c'est un passage du film ou c'est une réplique du film? C'est ça. Ok, bon, Dieu, on va aller voir. Ok, Laetitia? Alors moi, tout ce que je veux dire, c'est que c'est un film magnifique, il y a des acteurs passionnés, et voilà, donc venez voir notre travail tout simplement, ce sera top. D'accord, très bien, ok. On va marquer une pause, c'est la toute dernière pause, juste derrière donc la mi-temps de l'INSEE donc à retrouver. Ce sera juste après la pub.
toujours très bien de nous rejoindre sur RNCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Le rendez-vous, c'est la télé d'ici tous les soirs dès 18h40. On essaie donc de refaire la Côte d'Ivoire dans tout ce qu'elle comporte d'intéressant. Intéressant veut dire positif, mais aussi négatif. On a parlé de prison tout au long de cette émission. On a marqué une sorte de, non pas de pause, mais de mi-temps, puisque nous sommes mercredi pour parler de l'actualité sportive avec l'INSEE. C'est la mi-temps de l'INSEE. l'INSEE. Et on démarre avec la disparition d'Augustin Sidi Diallo, le président de la FIF, qui a été testé positif au coronavirus. Il plonge le monde du football dans une énorme tristesse. Je rappelle qu'il était à la tête de la Fédération ivoirienne de football depuis 2011. C'est sous sa présidence que les éléphants de Côte d'Ivoire ont remporté pour la deuxième fois la Coupe d'Afrique des Nations de football. Un hommage lui sera rendu au cours d'une cérémonie publique jeudi au siège de la FIF, donc à Treichville. Un moment de grande émotion pour le football ivoirien. Nos pensées vont à l'endroit de ses proches. Et puis, on reste dans le football avec Ahmad Ahmad, le président sortant de la CAF, a été condamné à l'interdiction d'exercer toute activité relative au football pour 5 ans. Ahmad Ahmad est accusé de détournement de fonds. Et puis, on termine toujours en parlant football, mais cette fois avec le grand tournoi de foot de rue qui aura lieu à Yamoussoukro le week-end du 4 au 6 décembre. La compétition réunira 240 athlètes issus de 12 équipes. Les différentes équipes sont issues de Mans, Yopougon, Bonoua, Yamoussoukro, Marcory ou encore Cocody. L'événement est placé sous le signe du fair play. Et l'équipe du coup fair play repartira avec une enveloppe de 2,5 millions de francs CFA. Et l'équipe vainqueur bénéficiera d'une enveloppe de 5 millions de francs CFA. Alors l'équipe fair play, je ne sais pas comment ils vont faire ça, vu qu'il y a beaucoup d'équipes. Ouais. Donc en gros, je pense que c'est l'équipe qui ne fera pas trop de vagues, quoi. Généralement, ce qui se passe, c'est que c'est le finaliste malheureux voilà, qui en décerne. Donc voilà, c'est une sorte de trophée de consolation et tout. Merci l'INSEE pour cette mi-temps. Merci à Job Sodino, merci d'être passé par la télé d'ici, président de l'ONG Ngboado. Merci à Eric Memel, président chargé des programmes de dignité et droit pour les enfants. Merci à Bakary Koné, acteur de La Nuit des Rois. Merci à la reine Laetitia Ki. Merci à Philippe Lacotte, réalisateur donc de La Nuit des Rois. En salle pour combien de temps ? En tout cas, à compter du 4 décembre. Jusqu'aux fêtes de fin d'année. D'accord, voilà. Très bien. Et ça dépendra aussi du public, s'il vient pas. Donc venez nombreux à partir du 4 décembre dans tous les cinémas majestiques pour voir ce film. Parfait. J'avais juste une petite dernière question. Quel a été votre meilleur moment de tournage ? Mon meilleur moment de tournage, c'est les figurants, toujours. Ok. Voilà, c'est les figurants. Apparemment, il ressortait la caméra quand les figurants dansaient et il reprenait ces petits moments-là pour les insérer dans le film. Voilà, il y avait une telle énergie sur le plateau qu'au bout de 2-3 prises, ils avaient compris comment ça marchait. Donc tous les figurants couraient et venaient derrière le moniteur. Et effectivement, des fois, on terminait les prises et ils étaient là encore à jouer, à chanter et tout ça. Et on ressortait la caméra. Donc il n'y a eu vraiment aucune séparation entre les acteurs célèbres, les jeunes acteurs et les figurants. Parfait. Tout le monde était ensemble. Alors pour voir tout ceci, donc, la petite touche de Philippe Lacotte, il faut se rendre évidemment au cinéma à partir donc, du 4 décembre. Et l'INSEE, vous avez quelques petits chanceux pour ce soir. Et du coup, apparemment, on a des élèves de... Bon, normalement, c'est entre 15 et 21 ans, mais il y en a qui ont 12 ans. Qui a 12 ans ? Du coup, tout le monde a 12 ans. 12 ans. Tu fais plus gros. Tiens, hop, pour aller avec ton ami. D'accord. Ah, Philippe, du coup, a 12 ans, non ? Hop. Non, il a levé la main. Bon. Ça m'intéresse aussi. Et puis, de ce côté... Bon, l'INSEE a décidé de récompenser ce soir que les élèves de 12 ans. Okay. Non. Bon, maintenant 15 ans. On va changer. Ah, 15 ans, ok. Ah ouais, mais... 15 ans, il y en a trop. T'as 15 ans ? T'as pas 15 ans. Tiens. Hop. Oh, okay. On se croirait dans une salle de classe. Moi, monsieur, moi, madame. Et puis... Voilà. Tiens, parce que et puis voilà, la 12 ans improvisée. D'accord. Merci l'INSEE pour cette petite surprise donc, à nos invités. Hein. Ce sont aussi nos invités, les élèves du lycée moderne Jules Monsart qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. Et Job qui voulait peut-être préciser quelque chose en 10 secondes. Juste un petit mot. C'est vrai qu'on a dit la place de l'enfant ne se trouve pas dans une prison. Oui. Et on a parlé de la responsabilité de l'État. Mais j'aimerais aussi interpeller les parents. Un enfant, quand on le met au monde, on l'éduque. Et interpeller aussi la communauté. L'enfant, ce n'est pas seulement que l'enfant de la famille, mais c'est l'enfant d'une communauté. Et interpeller les futurs parents. Surtout nos jeunes sœurs. On ne fait pas un enfant pour plaire à quelqu'un parce qu'on a une pression psychologique. On fait un enfant parce qu'on est prêt et on est responsable. D'accord.
Très bien, c'est bien noté. Ça, c'était pas un petit mot, c'était plusieurs petits mots. Merci pour la précision. À ne pas rater tout à l'heure, juste après NCI Reportage, donc 2 nouveaux épisodes de la série Dérapage, série événement que vous suivez donc depuis la semaine dernière sur NCI. On vous laisse en compagnie de l'orchestre résident, la T-Band, qui nous reprend ce soir 2 grands titres. D'abord du côté de l'Afrique, non, Malaika de Myriam Makeba et I Ain't No Sunshine de Bill Withers. On se retrouve demain. D'ici là, take care, la T-Band, right now. He's the one when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. And the time she goes away, wonder this time when she's gone away. Wonders this time she goes to stay.
sunshine when she's supposed to stay. Little sunshine where she goes to stay. Oh, yeah, yeah. Oh, tout le monde comme ça. Hey, 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 hey. I know, I know, I know, I know. Hey, I know, I know, I know, I know. Hey, on va faire quelque chose ce soir. Break it down, break it down, break it down, break it down. Hey, I know, I know, I know. À vous. I know, I know, I know, I know. Oh, I know, I know, I know, I know. Oh, I know, I know, I know, I know. Oh, I know, 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 I know. I'm gonna leave your things alone. Oh, don't leave your things alone. 'Cause there's no sunshine when she's gone. La boule de feu, la talentueuse Daphné, accompagnée de l'excellente Iben. Merci de l'applaudir. Very good job. Bravo.